Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique. Vous suivez l'émission sur Facebook, elle sera retransmise tout de suite après sur YouTube, mais sur les ondes, vous pouvez écouter 88.3, 93.6, 105.9 et également sur le net rfaradio.fr. Donc, comme d'habitude, nous faisons des commentaires sur l'actualité nationale, internationale et travail de déconstruction. Aujourd'hui, nous allons faire des commentaires concernant deux faits d'actualité qui ont surpris la Martinique cette semaine. D'abord, ce sont toutes ces réactions que vous avez pu entendre sur l'assassinat de 3 personnes à Fort-de-France, le centre-ville, en début de matinée. Nous allons parler également de la décoration de Bernard Ayotte par Emmanuel Macron, donc qui lui a attribué les signes de grand chevalier de la Légion d'honneur. Et en matière de déconstruction, nous allons poser la question du comportement des Occidentaux vis-à-vis des émigrés. Donc, la question de la migration, des migrations en général. Sa signification dans le contexte international. Alors d'abord, les faits concernant l'assassinat, début de journée, très tôt, à la sortie d'une boîte de nuit, un gang cagoulé qui est mitraillé avec des armes de guerre et 3 personnes sont mortes. D'après les éléments qui sont rapportés par les médias, c'était un règlement de compte qui visait une personne en particulier et que les 2 autres morts sont des amis de cette personne-là qui sont, ce sont des gars collatéraux et que ces gens-là ne sont pas impliqués dans des affaires louches. D'ailleurs, des témoignages ont été publiés sur au moins l'un d'entre eux qui était quelqu'un de très apprécié. Donc, ça c'est les faits. Nous avions déjà eu l'occasion de parler du traitement des faits divers par les médias, pas si longtemps que ça, et on a eu un bel exemple de voir comment c'est l'émotion qui est mise en avant, qui a suscité les peurs, la panique, faire en sorte que les commerces sont délaissés dans le centre-ville, etc. Et puis l'utilisation des faits divers par le gouvernement, par l'État, qui en prend prétexte pour justifier ces politiques de répression, ces politiques d'agression militaire et la fascisation de la société. Et tout de suite, vous avez vu qu'on a annoncé des mesures très, très dures concernant les fouilles de tous les personnages d'un avion, l'envoi de forces de l'ordre en Martinique, etc. Donc, il y a cette réaction, ces réactions plutôt, dont nous avions déjà parlé, qui prouvent que nous sommes vraiment dans une instrumentalisation des faits divers et que nous ne sommes pas dans une situation où les médias vont contribuer à comprendre. Parce qu'en fait, nous l'avons expliqué, je ne resterai pas longtemps dessus, l'explosion des violences dans toutes les sociétés occidentales ou libérales plus largement, nous savons que c'est lié à la détresse sociale, la détresse économique de la majorité des populations et l'absence d'éducation, le sabotage des services publics d'enseignement, d'éducation, et puis également le désarroi mental qui est entretenu par les médias, tout ça. Nous voyons bien que c'est un phénomène international et que jamais, au grand jamais, l'envoi de troupes de l'ordre ou les patrouilles de matamor dans les rues, cela n'a pu empêcher le développement de telles violences. Le problème de fond, c'est qu'il faut bien comprendre que tous les
êtres humains vont pouvoir aller dans un sens négatif ou dans un sens positif, suivant l'environnement, suivant l'éducation, suivant les conditions de vie dont ils bénéficient. Cette semaine, il y a une vidéo qui a circulé, qui a créé beaucoup d'émoi de notre pays. Il s'agit de jeunes entre 16 et 25 au but, dont des filles, dans une villa qui tourne un clip avec des armes et qui tirent et des coups de revolver. Les paroles ne sont pas très audibles. En tout cas, moi, je n'ai pas, sur la vidéo que j'ai regardée, je n'ai pas pu distinguer exactement ce qui était dit. Mais évidemment, c'est le culte de la violence, ça passe. Alors, le premier réflexe, c'est évidemment de dire, mais tout est perdu. Oui, les jeunes n'ont pas de père, etc. Mais quand nous faisons l'effort de réfléchir sur les données sociologiques que nous avons évoquées la dernière fois, nous relativisons. Comparons cette vidéo avec nous, quand nous étions enfants, quels étaient nos jeux? Quand nous avions 6 ans, 8 ans, là, en Martinique, à quoi jouait-on? Cowboy indien. On n'avait pas de revolver et même factice, parce que c'était pas sur le marché, mais on avait des bouts de bois et puis on faisait po. Et assez tristement d'ailleurs, les gens préféraient jouer le rôle des cowboys plutôt que celui des Indiens qui étaient les sauvages qu'il fallait combattre. Pourquoi? Parce que dans les films, les westerns qui faisaient florès à l'époque, c'était les cowboys les bons, et la réponse était le revolver. Dans les bandes dessinées qui étaient à la portée de tous les enfants, sans exception, c'était le blanc qui vient par la violence et régler les problèmes. Donc nous, enfants, nous reproduisions le schéma dans nos jeux. Il n'y avait pas d'effet si catastrophique parce qu'il n'y avait pas possibilité qu'entre nos mains arrivent ces éléments-là. Donc il ne s'agit pas de condamner, de critiquer, de dénigrer ces jeunes, nos enfants qui font ce type de clip et qui se tuent entre eux. Il s'agit de comprendre que c'est l'influence des médias, de la société, qui leur donne un modèle dans lequel ils se reconnaissent. Et il n'y a pas de jugement moral à porter, mais il y a une réponse sociologique, une réponse éducative à imaginer, et surtout, on reviendra tout à l'heure sur ça, éviter de croire que développer une répression féroce contre tout le monde, quoi que ce soit, ne pourra changer. Donc, nous sommes dans une société où il faut lutter contre le mal-être, il faut restaurer des cadres qui orientent la société, qui peuvent être contraignants, mais qui peuvent tout simplement être acceptés parce que c'est la culture qui le veut, parce qu'il y a transmission, parce qu'il y a reconnaissance du rôle des aînés. Et pour ne pas aller plus loin sur ce point assassinat, cela nous montre notre responsabilité de prendre les choses en main, de ne pas attendre de solution de l'État colonial, mais de prendre en choses les mains pour penser de nouvelles relations avec les jeunes, des nouveaux espaces où nous pourrons régler ces situations-là. Alors, je passe à la deuxième question qui concerne la décoration de Bernard Ayotte, un grande pompe dans le palais de l'Élysée par Emmanuel Macron. Alors, rappelons que cette distinction avait déjà été attribuée depuis le 14 juillet dernier. Des commentaires avaient été faits. Mais comme il n'y avait pas d'image, comme il n'y avait pas de cérémonie, ça s'était évacué tout normalement. Mais là, on a vu les images. On voit le président de la République française embrasser Bernard Ayotte, que tous les Martiniquais connaissent pour avoir été responsable de l'empoisonnement de notre peuple, de son sol, de ses eaux, consciemment, malgré les alertes. Et puis là, alors qu'il y a des procédures en cours, alors que les tribunaux français essaient de jouer la montre en repoussant les jugements, alors que
les rares victoires que nous arrivons à obtenir, à savoir la reconnaissance de la responsabilité de l'État en ce qui concerne le préjudice d'anxiété, l'État français fait appel pour ne pas reconnaître même ça. Tout à l'heure, nous allons écouter des témoignages du collectif des ouvriers agricoles qui montrent tous les blocages qui sont faits par l'État au niveau de la question des réparations. Donc, à ce moment-là, on choisit de décorer en bonne pompe celui dont on vient de savoir qu'il ne publiait pas ses comptes et que c'est pas parce qu'il y a eu des lanceurs d'alerte qu'il a été contraint de publier des comptes et sérieusement, avec en face une réaction de l'État colonial pour dire vous avez osé attaquer GBH, eh bien j'envoie des lettres pour tous les petits commerçants, tous les petits entrepreneurs, tous les libéraux pour dire publier vos comptes aussi. Alors que je sais les difficultés de ces couches-là et surtout qu'elles n'ont pas les moyens de se payer des experts comptables. Bref, voilà le contexte dans lequel on va décorer ce monsieur. Et puis, dans ce même temps-là où on décore, où ces images circulent, il y a des procès qui se font en Martinique. Et notamment le procès des 7 d'Océanis qui repasse alors qu'il y a une cour qui avait déjà annulé la procédure. Procès au bout duquel on condamne Dalsim, l'un des concernés, à 6 mois de prison ferme avec demande de mandat de dépôt. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là, jeunes et moins jeunes, s'étaient réunis devant un centre commercial de Bernard-Rayot, pacifiquement, pour dire vous devez réparer le crime de poison. Ces jeunes-là avaient été nassés, les images le confirment, encerclés donc, et puis on a envoyé lacrymogène et on a chargé ces jeunes-là. Donc, c'est un acte de banditisme des forces de répression françaises, une atteinte aux libertés fondamentales, d'ailleurs atteinte qui n'a pas eu d'écho dans les médias français. Et puis, dans ce même temps-là, où le procès se déroule, on donne la Légion d'honneur à GBH. Façon de dire, vous pouvez crier, parler, c'est nous, pouvoir colonial et maître de la casse, qui tenons les cartes en main, nous faisons ce qu'on voulait. Et si vous essayez de fuir la plantation, on va vous couper la jambe. Si vous essayez de protester, on vous traîne devant nos tribunaux. Alors ça, c'est particulièrement grave. Parce que ça arrive à un moment, nous sommes dans le mois de mai, où nous commémorons la révolte, l'insurrection qui a poussé l'État français à abolir l'esclavage. Nous rappelons que pendant longtemps, l'histoire a été tronquée par le pouvoir colonial pour faire croire que c'est la France qui avait donné la liberté aux esclaves. Nous l'avons déjà dit, nous le répétons pour ceux qui n'avaient pas encore entendu. Personne ne sait ce qui est dans le décret qui a été apporté par Périnon, qui prétend avoir aboli l'esclavage. Seul dont on est sûr, c'est qu'il y a une lettre de Périnon avec numéro, tampon, date officielle. Nous disposons de la copie de cette lettre que nous avons récupérée aux archives françaises qui dit « J'ai dû transformer le document que vous m'aviez donné parce que j'ai trouvé l'abolition de l'esclavage sur place. Je sais que c'est illégal, mais il fallait que je fasse ça. » Ça fait une vérité qui dit « Arrêtez avec votre table que j'ai aboli l'esclavage, d'autant plus que le décret qu'on présente était accompagné d'arrêtés pour montrer les conditions d'application. Et dans ces arrêtés-là, il était stipulé qu'il fallait montrer aux nègres que les cases, les jardins et les terres restent propriété des maîtres et qu'ils étaient obligés de justifier qu'ils travaillaient pour les anciens maîtres sous peine d'être envoyés dans des ateliers nationaux. Donc, nous sommes dans le mois où on restaure la vérité et on exige réparation. La réponse du pouvoir, j'appelle. Je vous considère comme des meubles et je condamne ceux qui respectent.
Il faut quand même concéder que Béou a été obligé de dire, nous sommes en 2025. Je ne savais pas que le code noir n'avait pas été aboli. Du ministre de l'Éducation nationale. Il a été ministre de l'Éducation nationale. Mais combien de fois des associations, des gens, des militants ont dénoncé le fait que le code noir n'a jamais été aboli? Toute la classe politique française le sait. Béou vient dire, ah, je ne savais pas. Comme il ne sait pas qu'il avait soutiré des violences sexuelles à Béthéram. Béthéram, non? J'oublie le nom. Béthéram. Non? Je ne sais pas. Alors, ah ben, pour vous faire plaisir, je vais abolir. Je vais abolir le code noir. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Pour rester poli, car que des siècles et des siècles après, ils disaient, ah, ben, on abolit alors que le système colonial continue à perdurer, les injustices dont nous venons de parler continuent à perdurer, que les esclavagistes pour qui le code noir avait été fait ont été indemnisés et qui sont toujours les maîtres de l'économie martiniquaise. Hypocrisie. Hypocrisie. Et donc, de ce mois-là, où nous commémorons, en conclusion, je reviendrai sur cet aspect, il faut comprendre que c'est une marque de mépris, mais qu'il n'est plus temps de s'indigner de la crasse des colonialistes et des suprémacistes. Il est temps de résister et de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir nous libérer. Alors, ça m'amène à parler de la question du suprémacisme. Oh, quand même, voilà, j'allais oublier. Oh non, je reviens sur ça, la conclusion, et fonds européens, politiques, etc. Je vais revenir plus tard sur ça. La stratégie de l'Occident suprémaciste. Je pars d'un exemple qui concerne toujours la Martinique. Hier, nous avons assisté à une très belle manifestation humaniste de plusieurs organisations avec la communauté haïtienne pour dénoncer les crimes qui sont faits contre les Haïtiens et les Haïtiennes à Saint-Domingue, sous des bases racistes. Dimanche dernier, on en a parlé. Venir prendre des femmes dans des maternités qui viennent d'avoir une césarienne, les mettre dans des caïches pour les jeter à la fontaine. Bref, vous avez connaissance de cette affaire. Cette affaire-là d'immigration, nous sommes particulièrement concernés parce que c'est Haïti, c'est notre île sœur de la Caraïbe, les Haïtiens sont les premiers auteurs de la révolution anti-esclavagiste et humaniste qui a vaincu Napoléon. Donc, nous sommes particulièrement concernés. Mais il nous faut voir, au-delà de ces exactions contre le peuple haïtien, que cette politique désignant les immigrés comme bouc émissaire, s'autorisant toutes les atteintes aux droits de l'homme, c'est une politique internationale décidée par la caste qui domine le monde aujourd'hui. Nous avons déjà expliqué qu'il y a une super classe qui s'est constituée avec des banquiers, des spéculateurs, les dirigeants des multinationales, les gens de la mafia qui circulent et qui ont des interconnexions avec ces gens-là. Ils ont une caste de multimilliardaires qui ont pris le contrôle des institutions internationales, qui ont pris le contrôle des États, qui obéissent aux décisions voulues par ces dites multinationales et qui investissent dans les gouvernements directement leurs représentants. Trump, le milliardaire Trump aux États-Unis, le milliardaire Trump en Italie, même si aujourd'hui il n'est plus président du Conseil, mais il joue en bas. Mais au Liban, partout, celui qui est devenu Premier ministre en Angleterre, je voulais, tiens, faites cet effort de ce jeu-là, d'aller faire la liste des dirigeants de tous les pays occidentaux et constater que 90% sont des milliardaires qui font partie de la super caste qui se retrouve à Davos, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est le point de départ.
Mais ces gens-là, quelle directive donnent-ils à tous les États du monde? Il faut fasciser la société. Il faut détruire les services publics pour que nos entreprises peuvent faire ce qu'elles veulent. Il faut fasciser la société pour que personne ne puisse rouspéter, ne puisse se défendre, ne puisse manifester. Donc, pour cela, nous disposons des empires médiatiques. Nous décidons de qui on va promotionner, qui on va combattre. Et ces empires médiatiques-là, nos législatifs vont prendre des dispositions pour écraser le reste de la population. Parmi les éléments clés qui permettent à cette superclasse, qui est essentiellement blanche, je rappelle, blanche c'est sociologique, nous n'acceptons pas la définition de division de race faite par la bourgeoisie, mais la caste sociale blanche qui s'est autodéterminée par rapport à l'épiderme, par rapport à son origine, ça existe. Donc, cette caste blanche-là, c'est elle qui est à la tête de la superclasse. Pour pouvoir mener la politique dont nous venons de parler, ils ont choisi, de diviser le peuple en détournant toutes les colères des ouvriers, des travailleurs, contre les immigrés. Et dans tous ces pays-là, ils poussent des fascistes aux commandes. Et la première chose des fascistes, déjà dans leur campagne électorale, et ensuite quand ils sont au pouvoir, c'est d'expliquer à tous les malheureux de leur pays, c'est à cause des immigrés que vous n'avez pas de travail. C'est eux qui ceci. Donc il faut les chasser. On désigne, donc c'est bouc émissaire. Ce qui se passe en Haïti se passe aux États-Unis, se passe en France, se passe en Allemagne, partout. Et parfois, ce ne sont pas des Noirs, ce sont des Arabes, ce sont des Turcs, dès que des étrangers vivent en communauté dans un pays occidental ou dans un pays sous domination occidentale, on les désigne comme responsables, on organise des pogroms, on organise des rats pour pouvoir détourner l'attention de ceux qu'on pourra, de sa propre race, écraser en paix. Alors, quand on a dit ça, c'est pour comprendre que ne pas soutenir Haïti, c'est ne pas combattre le suprémacisme occidental, international. Quand on se permet, il y a une minorité ici qui se permet de dénigrer les Haïtiens, de les rendre responsables de ce qu'on fait. Mais c'est tiré pour vous mettez pas. Ils sont complices de la caste suprémaciste occidentale. Quand on dit, bon, c'est juste Saint-Domingue que ça a fait, que chasse haïtien, nous à l'abri. On n'a rien compris de la réalité. Parce que ce qui se fait à Saint-Domingue peut se faire ici. Dimanche dernier, je citais l'exemple du peuple palestinien. Je vous invite à réécouter ce témoignage-là. Mais là, quand le gouvernement français organise le génocide par substitution en Martinique, vous croyez que les expatriés racistes, suprémacistes qui viennent ici vont prendre des gars pour nous expulser des terres? Ils ont déjà commencé à faire des manœuvres pour prendre les titres de propriété illégalement des Martiniquais. Et vous croyez qu'en France, si l'extrême droite arrive au pouvoir, comme Trump est arrivé aux États-Unis ou bien en Autriche, etc., vous croyez qu'ils auront des états d'âme pour dire oui, c'est des Martiniquais, mais ils ont une carte d'identité française pour prendre des sanctions? Vous n'avez pas vu que des lois sont prises contre le droit international, le droit du sol, le droit... Imaginez Rotailleux et Zemmour arriver au pouvoir en France. Ils ne sont pas capables de prendre une loi pour dire nous ne les reconnaissons pas comme Français à part entière, et donc nous leur supprimons ceci, etc. Et puis, déjà,
sans loi, fait Martinique, vous connaissez ça. Quand vous êtes en France et que vous allez chercher un logement, quand vous arrivez et que la personne voit que vous êtes loin, elle peut ne pas vous le donner. Là, c'est des individus aliénés de base. Mais si l'extrême droite arrive au pouvoir, vous pensez qu'ils auront un état d'âme pour expulser ou prendre des lois contraires aux intérêts des Martiniquais? Donc, c'est une question fondamentale. Les Haïtiens sont bougrines parce qu'ils n'ont jamais pardonné à ces gens-là d'avoir battu Napoléon, parce qu'ils ne veulent pas que ce peuple travailleur et inventif se développe pour servir de modèle dans la région. Mais c'est notre camp, tous confondus, qui sommes soumis à la même problématique. Donc, je parlais de la stratégie globale des suprémacistes occidentaux. Il y a ce problème des migrations, ce problème de la xénophobie qui s'instrumentalise, et puis c'est celui de la destruction des potentiels économiques et de développement contre les peuples dominés dans les colonies. Ça veut dire que quand en Martinique, le gouvernement français vole notre pharmacopée, interdit à des jeunes de faire des tisanes avec de la toubo parce que c'est la pharmacopée française, veut interdire à un maire de faire une exposition de plantes médicinales. C'est pour que nous n'ayons pas les moyens de développement. Le but, c'est d'empêcher de se développer. Et c'est ça qu'ils ont toujours fait dans toutes les colonies. Ce qui veut dire que nous devons, et c'est là que je vais faire le point que j'avais omis tout à l'heure, nous débarrasser de toute illusion. Quand un élu vient dire, avec son néo supérieur, les Martiniquais sont des inutiles parce qu'ils ne savent pas consommer les subventions européennes, entretenant toujours l'autodénigrement. C'est donner l'espoir qu'on a possibilité de se développer si on reste dans l'Europe. Si on se soumet au papa blanc, mais ancien élu, ancien député européen, cette personne-là est censée savoir comment on accède au fonds européen. Il ne sait pas, et qu'est-ce qu'il fait là? Il sait, mais il est là pour son boudin, parce qu'il lit les conditions d'attribution. Pour que vous bénéficiez de fonds européens, vous devez préfinancer. Et puis après, l'Europe vous rembourse. Si vous prenez l'argent, qui prend le financement, l'argent, l'Europe est barrée. Ce n'est pas l'Europe qui t'a donné de l'argent et tu n'as pas su quoi faire. C'est que l'Europe ne te donne pas d'argent, il te dit, fais tes affaires. Si tu fais, je te rembourse les factures. Mais, je sais que tu n'as pas d'argent. Mais en plus, la demande que tu fais doit correspondre aux orientations de l'Europe. Je donne des subventions pour ça. Pour la banane de Béquet. Je ne donne pas de subventions pour que les petits planteurs en coopérative puissent préfinancer l'achat de terre, développer le maraîcher, le vivrier, organiser des marchés et sécuriser et vendre leurs produits. Ça n'existe pas. Si je dépose un dossier, ah monsieur, c'est pas prévu, foutez-moi la paix. Vous êtes député européen, vous savez pas ça? Donc, premièrement, je ne peux pas financer. Mais deuxièmement, si je peux financer, il faut que ça corresponde à ce que l'Europe veut dans mon pays. Et puis alors, c'est pas tout. Parce que l'Europe donne une part. Mais il faut que dans le projet que vous déposez, il y ait votre part personnelle, la part de l'État français et la part des collectivités locales. L'État français n'est pas capable de l'argent. Donc, même si vous voulez préfinancer, si les autres ne donnent pas leur part, vous n'allez nulle part. Et les banques, supposons que vous avez les conditions nécessaires, vous avez un revenu correct, et puis vous allez dans la banque française européenne pour dire,
je fais un projet, je m'adresse à l'Europe, eh bien, j'ai besoin de temps. L'Europe vous dit non. La banque, pardon, vous dit non. La banque vous dit, si vous achetez un véhicule de 30 000 euros chez mon concessionnaire européen, je peux vous faire un prêt de 30 000 euros. Mais si vous voulez acheter, faire un prêt pour soutenir un projet de développement agricole autocentré, hors les cadres fixés par l'Europe, la banque vous dit non. Donc l'Europe ne peut pas vous financer. Donc, quand ce député, cet ex-député européen vient dire ça, c'est un malhonnête qui trompe la population. J'ai pris l'exemple de cela, mais quand on vient nous dire, bravo, applaudissons, on nous donne un politique quatrième génération, oui, là, le pays va se développer. Quel Martiniquais, quelle Martiniquaise peut penser que les politiques qui sont là, nous sommes société quatrième port au niveau européen en matière technologique, quelle retombée ça a? Quelle retombée avons-nous sur des bateaux qui transitent, qui déposent des conteneurs pour vendre des produits dans les supermarchés de Bernard-Layot 4 fois plus cher qu'ils ne valent, et puis et puis qui embarquent des bananes qui ont permis à Bernard-Layot et ses complices d'avoir des subventions et d'empoisonner nos populations. Quel profit ça pour nous? Le seul petit profit qu'il y avait, c'était les dockers qui travaillaient là. Et nous, quand on vient de dockers, on va toucher comme l'argent. On ne regarde pas combien ça rapporte aux compagnies. On ne regarde pas combien touchent les cadres du port. Ces décors-là, ils vont faire grève, mais on va toucher comme l'argent. Dénigrement, division, syndrome de Lèche. Le port ne peut pas développer la Martinique si en Martinique, nous n'avons pas le pouvoir de développer l'agriculture de nos propres décisions. Si les gens qui viennent travailler ici, ce sont des expatriés suprémacistes, pourquoi vient-on faire croire au peuple martiniquais que l'arrivée de politique, c'est une possibilité de développement? Et puis, il y a la répression, on va envoyer des gardes mobiles, des radars, etc. Vous croyez, cher Martiniquais, depuis qu'il y a un garde mobile, les jours, des CRS cabinets en Martinique, depuis qu'il y a un cabinet, est-ce que la violence a augmenté ou diminué? On en avait envoyé lorsqu'il y a eu les barrages et l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé? Il sera rigoureusement impossible de mettre des gardes mobiles partout où la violence peut se développer. Ceux qui sont déjà là, je vous pose la question, Martiniquais, compatriotes, Martiniquais. Tous ces convois-là qui sont déjà venus, combien sont allés à Vieux-Pont ou la Montagne? Combien sont allés sur le port du Robert après la semaine où on sait qu'il y a de la drogue? Combien sont allés aider des gens? Enfin, vous connaissez, quand vous appelez un gendarme, vous voyez dans votre quartier les forces venues protéger la veuve et l'orphelin. Ce n'est pas vrai. Ces gens-là préparent le quadrillage militaire. Donc, je ferme cette parenthèse pour vous dire que quand on parle de stratégie des suprémacistes, il ne faut pas nous faire d'illusions. Jamais au Benjamin, ils ne vont prendre des dispositions pour protéger le citoyen martiniquais et développer l'économie martiniquaise. Ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse le faire, c'est nous-mêmes. Et c'est là que je vais faire la transition en finissant avec la stratégie d'Occident. Vous ouvrez votre télé chaque jour. Vous voyez ce qui se passe à Gaza. Une armée d'occupation criminelle qui tue des enfants, massacre, décapite, empêche l'aide internationale. Aujourd'hui, les journalistes occidentaux commencent à parler de cela sous la pression.
Et Macron a même dit, ah oui, ce que Netanyahu fait, il se moque totalement de nous. Parce que c'est eux qui financent Israël. Macron a reçu un chef terroriste qui est arrivé au pouvoir par l'armée en Syrie. Et quand il l'a reçu, il a dit, je vous demande de chasser les Palestiniens terroristes de la Syrie. Ce qu'il appelle les Palestiniens terroristes, c'est ceux qui luttent contre l'occupation d'Israël. Et puis, on va vous aider à vous reconstruire. Et puis pour Gaza, il ne faut pas être trop méchant. Hein? Mais c'est parce que l'Occident, la classe globale, les États-Unis, tout ça, ont besoin des criminels d'Israël dans cette région-là pour empêcher la contestation populaire, pour empêcher la libération du peuple palestinien, le développement de son pays. Et c'est comme ça partout. Regardez Kanaki, regardez Maïs. Est-ce que vous pouvez croire que Macron, son gouvernement qui représente les multinationales, va donner au peuple martiniquais les moyens de son émancipation? Chez lui-même, il n'accepte pas. Regardez le comportement antidémocratique depuis qu'il a dissous l'Assemblée nationale, où il a perdu les élections, et jusqu'à présent, il empêche que l'opposition ne fasse quoi que ce soit en promettant des référendums bidons. Ça, c'est la réalité. Regardez, excusez le mot, vagabondagerie, les médias et le gouvernement français contre la France insoumise. En fait, nous avons déjà dit nous avons des divergences théoriques politiques sur certains points de la France insoumise. Nous n'attendons pas sur la France insoumise pour régler nos problèmes. Ce que je veux montrer ici, c'est que comme la France insoumise pose les problèmes de la décolonisation, des relations nouvelles entre pays africains, et de nécessité de prendre de l'argent sur les multinationales, tout est fait pour diaboliser, salir. Ils ont fait un livre qui s'appelle La Meute, autrement dit, des chiens, Mélenchon et ces gens, ce sont des chiens, la meute. Chiens et chiennes. Et puis, on invite Beauport pour commenter ça. 4 journalistes autour de lui, avec Léo, Dieu, enragé, l'empêchant de parler, pour dire, on a trouvé un SMS où Mélenchon écrit à un de ses amis, ne me dis pas bonjour. Sur un plateau de télévision. Mélenchon parlait, tu vois, dit, un monde ne me dit pas bonjour si vous n'en trouvez. Mélenchon a dit à l'épouse d'un de ses camarades décédés, ton camarade aurait honte de toi parce que tu ne fais pas quelque chose. Donc on cherche, on salit, on crache. En parlant de meute, c'est ces gens-là qui sont une meute de charognards qui empêchent à ceux qui voudraient gêner le système de s'exprimer. Alors, on arrive à la conclusion. Dans ce contexte-là, vous croyez que nous devrions faire confiance à l'État français, à son processus électoral, à son système électoral, pour pouvoir demander, monsieur, s'il te plaît, donne-nous un petit peu de poids? C'est ça, ou bien est-ce que nous participons, comme ce que font les pays africains aujourd'hui, à la révolution? Révolution, c'est pas pour un coup de peut-être pour le monde fou, c'est pas ça. Au changement fondamental, c'est ça la révolution. Révolution industrielle, c'est quand on a laissé le monde de l'agriculture pour entrer dans l'industrie. Révolution informatique, quand on a laissé l'humain pour aller derrière des ordinateurs. C'est un changement de société. Mais nous voulons une révolution humaine, une révolution sociale. Et ça ne passe pas par l'envoiement vis-à-vis des autorités colonialistes représentant la supérieure classe suprémaciste. Il nous faut nous battre contre l'ultralibéralisme, contre le système qui fait que toutes les richesses, tout est capté par 1% de l'humanité pour maintenir tous les autres dans la souffrance. Et il nous faut nous inspirer de l'esprit
du 22 mai. Parce que les gens qui battent du tambour, qu'ils se mettent en tête que ceux qui se sont révoltés, on les traitait de marrons, de voyous, de vagabonds, et il y avait beaucoup qui disaient, et qui savent qu'ils peuvent manger, ils étaient contre eux. Ils ont osé. Ils ont osé braver la répression, les gens coupés, tout. Ils se sont révoltés et ils ont pris le pouvoir. Est-ce que nous nous inspirons de l'esprit des insurgés du 22 mai, ou bien est-ce que nous continuons à nager dans les illusions de la République française et de manière, enfin, j'oublie les qualificatifs. Organisons-nous, respectons la mémoire des insurgés du 22 mai, insurgeons-nous contre le système. Je vous remercie de votre attention. Alors.